Merci beaucoup à tout le monde d'être là. L'amphi est à nouveau plein et je vous remercie beaucoup de votre intérêt pour ces conférences. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la planète Mars. Donc la planète Mars, on sait tous un petit peu qu'elle existe, qu'elle est là. Ça fait 50-60 ans qu'on envoie des sondes, qu'on envoie des missions là-bas. Et puis régulièrement, on entend aux informations qu'on a trouvé de l'eau, tiens, on a trouvé des molécules, tiens, on a retrouvé de l'eau, enfin, c'est ce genre de choses-là. Et ce que j'aurais voulu faire dans cette conf, et ce que j'ai fait du coup, c'est essayer de faire un petit bilan de ce qu'on sait actuellement sur la planète Mars, pour qu'on mette un petit peu au clair les idées de ce qu'on a vraiment découvert, ce qu'on n'a pas vraiment encore découvert. Bonjour. Donc en préparant cette conférence, je suis tombé sur une tonne d'informations, évidemment, et j'ai été obligé de faire des choix. Donc ces choix, je les ai faits au spectre de physicien que je suis. Pour bien comprendre la planète Mars aujourd'hui, il faut en fait être à la fois géologue, biologiste, physicien, mathématicien. Donc il y a historien aussi, philosophe. Enfin, faut avoir une connaissance assez large pour vraiment tout comprendre. Donc je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait des gens qui comprennent tout sur Mars. Et donc ce que je vais essayer de vous présenter, c'est d'un point de vue un peu de physicien et sur le spectre de qu'est-ce que c'est qu'une planète habitable, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de Mars. Sur cette photo, vous avez une ombre chinoise du rover Curiosity, qui est ici, là. Là, vous avez le mont Sharp. Donc là, on est dans le cratère Gale, qui est le site d'atterrissage à peu près juste à côté du site d'atterrissage de Curiosity. Le mont Sharp, il fait 5,5 km de haut. Vous voyez déjà que le paysage ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait trouver sur Terre, à part que c'est désertique. Et là, si on s'y connaît un petit peu en géologie, ce qui n'est pas mon cas, on reconnaît des argiles et des traces d'eau. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu ça aujourd'hui. Et on va commencer par du coup la planète Mars. La planète Mars, elle est connue depuis l'Antiquité. Elle est visible à l'œil nu. On aurait pu la voir ce soir, mais malheureusement, il pleut. Bonjour, vas-y, rentre. C'est une planète, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle se déplace sur le fond du ciel par rapport aux étoiles fixes. Donc ça, c'est connu depuis l'Antiquité. Elle a une teinte rouge qui fait qu'elle était associée au dieu de la guerre à ce moment-là. Et elle a ce site particulier qu'elle a une trajectoire qu'on appelle rétrograde. Donc rétrograde, ça veut dire qu'au lieu de continuer sa course un peu tout le temps tout droit, de temps en temps, lorsqu'on est proche de l'opposition, elle fait un petit tour sur elle-même. Là, vous avez une image de Mars, un point par semaine. Et donc pour expliquer ça, on a la vision héliocentrique du système solaire. Donc ça a été un argument assez fort pour remettre le Soleil au centre du système solaire. Pour expliquer ça, donc je disais on est autour de l'opposition, c'est-à-dire quand la Terre et Mars sont le plus proches. Et la Terre fait le tour du Soleil en 1 an, n'est-ce pas? Et Mars à peu près en 2 ans. Ce qui fait que régulièrement, tous les 2 ans, la planète Terre rattrape la planète Mars sur son orbite, la dépasse. Et quand il se passe ça, dans le ciel, vous avez un petit schéma ici, on observe cette rétrogradation de la trajectoire. Et c'est ça qui a pu être expliqué en mettant donc le Soleil au centre. Les premiers instruments, ils apparaissent au début du XVIIe siècle, avec la lunette astronomique de Galilée. Les instruments sont de très mauvaise qualité optique à l'époque-là, et là vous avez la première publication d'une carte de Mars, donc des petits dessins dans un livre en 1659, fait par Huygens. Et ce qu'il note, c'est des taches qui ont l'air de varier en forme et en couleur au cours des saisons. Et puis un petit peu plus tard, en 1977, avec des optiques qui sont toujours de très mauvaise qualité, donc un astronome italien, Schiaparelli, a lui vu à la surface des chenaux, sauf que ça a été traduit comme canaux, c'est une mauvaise traduction de l'italien dans le texte, et est apparue l'idée qu'il y avait une civilisation sur Mars, puisqu'il y a des canaux, c'est d'origine humaine, donc il existe des hommes sur Mars, et ensuite il a publié cette carte en disant que là il y avait des mers, des lacs, des canaux, etc., donc une civilisation, une vie. Et ça a donné du coup beaucoup d'essor à la littérature de science-fiction, et puis ensuite au film de science-fiction au XXe siècle. On est dans un contexte où on croit à la pluralité du monde, donc c'est juste un concept, la pluralité du monde, qui dit que la vie elle est omniprésente, qu'on la trouve absolument partout. Donc les étoiles dans le ciel, c'est des millions de milliards d'étoiles, et ce sont donc des soleils, et autour de ces soleils, il y a probablement des planètes, sur ces planètes, il y a probablement des êtres humains. C'est un peu l'idée, on trouve des mondes partout. Il y a de la littérature, peut-être que vous connaissez La Guerre des mondes, initialement c'était un livre, et donc c'est l'idée que on va aller sur Mars, ou au contraire les Martiens vont venir sur nous, il va y avoir des guerres entre les deux. Donc on est un petit peu dans ce contexte-là, et on croit beaucoup qu'il y a de la vie sur Mars. Et puis vient l'observatoire de Meudon en 1909, avec un premier instrument de bonne qualité optique. Et avec cet instrument, on se rend compte que les chenaux, en fait, ne sont pas là. On ne les voit plus à partir du moment où on a amélioré la qualité du télescope. Et là, il va y avoir un rejet assez fort de l'hypothèse d'une civilisation, mais par contre, il va rester l'idée que peut-être qu'il y a de la végétation sur Mars. On avance un tout petit peu, ça c'est une vraie publication scientifique de 1940, et à nouveau, ce sont des dessins faits à la main par l'astronome qui sont publiés.
On n'a pas encore des photos publiées. On a déjà de l'astrophotographie à cette époque-là, mais dans cette publication, il a noté ce qu'il observait ici avec des petits schémas. Et l'hypothèse de végétation, ça consiste à dire que les variations de température, de couleur et de surface de ce qu'on observe sont liées à la végétation, comme on aurait sur Terre. À cette époque-là, on est en 64 avec Kuiper qui a donné son nom à la ceinture d'astéroïdes de Kuiper, le même. Et on connaît déjà à cette époque les variations saisonnières sur Mars, et puis avec de la spectro, donc peut-être que vous reconnaissez typiquement un spectre d'absorption du Soleil, bon, ça ressemble beaucoup. Ça, c'est la lumière en fonction de la longueur d'onde qu'on reçoit, et on reconnaît des grandes bandes d'absorption qui sont caractéristiques, notamment celle-là, caractéristiques de H2O. Donc on observe qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère de Mars. On a également une bonne idée de la température de l'atmosphère grâce à ces observations. Donc, dans ce contexte, on pense qu'il y a de la végétation sur Mars, et également, on est dans la course à l'espace, notamment entre les Américains et les Russes. On est dans la guerre froide, aux années 60. Vous savez qu'en 69, il y a exactement 50 ans, les Américains ont mis des hommes sur la Lune. Et donc, dans ce contexte-là, il faut être les premiers un peu partout, et notamment les premiers à aller voir Mars et à aller voir plus loin. Et on aura ainsi un premier survol par les sondes Mariner en 65. La première mise en orbite, à la fois là j'ai mis les Russes et les Américains parce qu'à quelques semaines près, c'est arrivé en même temps. Donc c'est la première fois qu'une sonde a réussi à être mise en orbite et rester autour de Mars. Et puis c'est les Russes par contre qui remportent le premier amartissage en 71, mais leur sonde ne renvoie aucune image. Elle a une durée de vie de 15 secondes une fois touché le sol, et elle n'a pas renvoyé de photos. Et donc les premières photos, c'est les Américains finalement. En 76, les missions Viking qui arrivent, qui touchent le sol et qui nous envoient ça. Et là, ça a été une espèce de douche froide, puisque on pensait trouver de la vie partout, trouver de la végétation, et puis en fait, pas du tout, c'est un désert avec des cailloux, du sable, et il n'y a pas grand-chose. Alors là, pour deux raisons. La première, c'est que les Américains, ils ont battu les Russes, et la deuxième, c'est qu'on ne trouve pas de vie un peu partout. Pour ces deux raisons-là, va plus y avoir de mission vers Mars pendant une vingtaine d'années. L'intérêt tombe un petit peu, forcément, dans le contexte géopolitique de l'époque. Et par contre, on continue à faire des observations de Mars depuis le sol, et on continue à faire de la science du coup avec ce qu'on a déjà observé et ce que nous ramènent les missions Viking en termes d'observation. Ce qu'on observe finalement sur Mars, c'est que c'est une planète stérile, et pourtant c'est une planète qui est très similaire à la Terre au début. C'est une planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle est faite de cailloux, elle est dans les planètes internes du système solaire. La durée du jour, c'est typiquement, à peu près 24 heures, comme celle sur Terre. Les saisons, c'est à peu près pareil que sur Terre. Il y a une inclinaison de l'axe de rotation, et donc ça fait des saisons au cours de l'année. L'orbite dure 2 ans, donc les saisons sont 2 fois plus longues sur Mars. La masse, vous voyez que c'est un facteur 10. Donc ça, c'est très similaire, mais il n'y a aucune vie en surface, alors que la vie, elle est omniprésente un petit peu partout sur Terre, notamment des microbes, pas seulement que les humains, on la trouve absolument partout. Il y a de l'eau, il y a tout ça. Et pourquoi est-ce que Mars est devenu cette espèce de Terre aride? Alors pour plusieurs raisons. Les températures sont trop froides, ce qui fait qu'on n'aura pas d'eau liquide notamment. L'atmosphère, elle est peu dense, elle est 1% celle de la Terre, et il n'y a pas de bouclier magnétique. Alors bouclier magnétique et atmosphère peu dense, ça c'est un vrai problème parce que ça ne protège pas la planète des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, c'est des particules de très haute énergie qui sont envoyées par exemple par le vent solaire ou alors qui viennent de l'extérieur du système solaire. Et ces particules chargées de haute énergie, lorsqu'elles arrivent à proximité d'une planète, s'il y a un champ magnétique comme sur Terre, elles sont déviées, et s'il n'y en a pas, elles arrivent jusqu'à l'atmosphère. Alors sur Terre, il y en a qui sont quand même pas déviées et qui arrivent quand même à l'atmosphère, mais deuxième protection, sur Terre, l'atmosphère va interagir avec les rayons cosmiques qui arrivent, et finalement, il va y avoir une désintégration en haute atmosphère, et très très peu de particules arrivent effectivement au sol. Sur Mars, non seulement il n'y a pas de champ magnétique, mais il n'y a pas d'atmosphère, donc les particules cosmiques, elles arrivent directement au sol, et donc elles irradient un petit peu tout ce qui se passe sur Terre, et j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est pas bon du tout pour la vie telle qu'on la connaît nous. Donc ces deux problèmes, voilà, pas d'eau liquide et pas de protection contre les rayons cosmiques, ce qui fait que la planète actuellement, elle a une surface stérile. La planète est-elle habitable? La réponse, non. Voilà, merci d'être venu. Donc évidemment, je vais dire beaucoup de choses en plus que ça, mais en surface, aujourd'hui, non. Donc il y a deux mots, aujourd'hui. Donc est-ce que hier c'était habitable, est-ce que demain ça le sera à nouveau? Et puis en surface, est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir trouver de la vie sous la surface? Donc c'est un petit peu ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Et l'exploration, elle continue, et les questions qu'on se pose actuellement, c'est est-ce que la vie, elle a pu apparaître? Est-ce qu'elle existe toujours? Et est-ce qu'elle pourra à nouveau exister sur la planète et se développer? Donc c'est un petit peu le fil conducteur des missions qu'on envoie actuellement, et on va voir un peu ce qu'on peut en dire. On va commencer, là voilà, je vous remets le contexte des dates. Les missions martiennes, donc je dis qu'il y avait 20 ans sans mission,
Et puis à nouveau, dans les années 90, on regagne de l'intérêt pour la planète. Les Américains envoient le premier rover, donc une petite voiture qui va rouler en surface. Ensuite, la première fois que les Européens font quelque chose, c'est en 2003. Ils vont envoyer une sonde qui est toujours en activité aujourd'hui et qui nous donne énormément d'informations scientifiques très intéressantes. 2003-2018, il y a les rovers de la NASA qui ont amené beaucoup d'infos sur le passé hydrologique de Mars, dont je vais parler dans un instant. Ces missions-là, elles étaient censées durer 3 mois, et un des rovers est mort au bout de 11 ans, mais l'autre a duré 15 ans quand même. Il s'est arrêté au mois de juillet dernier à cause de la grande tempête martienne dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu beaucoup de poussière qui a été mise sur les panneaux solaires du rover, il n'a donc pas pu se recharger, et ça y est, la mission est terminée. Elle aura donc duré 15 ans au lieu de 3 mois, ce qui est pas mal. Ce qui fait qu'elle a duré plus long, enfin, elle a survécu à l'arrivée de Curiosity, et donc Curiosity arrive en 2012 avec des technologies un petit peu plus développées, et lui il va chercher l'habitabilité de la planète. Et puis en 2016, à nouveau les Européens, en association avec les Russes, on va chercher des traces de vie, donc biologiques et géologiques. Et puis juste un mot sur le lander InSight qui est arrivé au mois de novembre, vous avez peut-être entendu parler de lui. Il a donné notamment des informations météo sur Mars, et puis il va s'intéresser à la structure interne. Bon, c'est juste pour vous donner un petit contexte des missions principales qui ont lieu en ce moment. Je vais m'appuyer sur certains de ces résultats de ces missions-là. Il y a évidemment beaucoup d'autres missions qui sont encore là-haut, mais je ne pouvais pas faire la liste, il y en a trop. Alors je commence par le passé géologique. Un petit mot sur la formation des planètes, c'est un truc que je dis j'ai l'impression à chaque conférence, mais pourquoi pas. On part d'un grand nuage de gaz, et ce grand nuage de gaz, il va s'effondrer pour arriver jusqu'à un système solaire. Donc cet effondrement gravitationnel, ça va permettre de créer une étoile un peu localement, et puis ça va continuer à accumuler de la masse, à accréter de la masse. Ensuite, par conservation du moment cinétique, tout ça, ça va se mettre à tourner quand ça perd en volume. Et je vais avoir une étoile qui va s'allumer au centre, qui va être entourée de gaz et de poussière. Et à la toute fin, on a un système solaire avec des orbites stables. Alors ce qui manque dans cette photo, c'est qu'en fait, ce grand nuage de gaz, il ne va pas donner un seul système planétaire, pardon. En termes d'échelle, on n'est pas bon. Là, on va créer beaucoup d'étoiles, des dizaines, des centaines, voire des milliers. Donc là, il y a un gros changement d'échelle. Et puis, ici, c'est marqué qu'on a déjà des orbites circulaires. Alors en fait, on n'a pas encore tout à fait un système bien stable, et on a encore beaucoup d'interactions avec le gaz et la poussière qui sont là. Ce qui fait notamment qu'il y a un gros bombardement des proto-objets qui sont là. Donc par exemple ici, c'est une image d'artiste de la Terre en formation, la proto-Terre, qui continue à se faire bombarder en permanence. Et cette époque-là, elle est très importante parce qu'elle permet, par les collisions, d'enrichir la proto-Terre en l'occurrence, de l'enrichir en minéraux, en métaux, de lui donner un peu d'énergie interne, de favoriser le volcanisme, donc de favoriser la formation de gaz, la formation d'une atmosphère. Donc c'est une étape très importante dans la formation des planètes. On est à peu près à moins 4 milliards d'années, et c'est l'époque dont je vais vous parler sur Mars. Ce qu'on voit aujourd'hui sur Mars, c'est ça. Si on se met en orbite, là on a une échelle de 200 km, c'est la sonde Mars Express de l'ESA justement, de l'Europe, qui nous donne cette image. On voit des grands réseaux hydrographiques, ce qui serait typiquement formé par l'érosion hydraulique sur Terre, donc des torrents, enfin oui, vraiment quelque chose un peu d'apocalyptique, des grands torrents très très forts, très intenses, qui façonnent la surface avec ces structures-là. On a donc des traces d'érosion évidemment, et puis si on va sur place, là donc à l'échelle, le rover Opportunity il fait typiquement 1 mètre de large, donc c'est comme un être humain debout à la planète, et juste là vous avez ces petits cailloux qui sont un peu brillants et alignés. Alors c'est là que mes connaissances de géologue font un peu défaut. Ça, on reconnaît des roches hydratées qui sont typiques de donc, une formation en présence d'eau en train de couler. Okay. Et puis également, Opportunity, il trouve sur sa route des argiles. Donc tous ces indices mis ensemble prouvent que oui, de l'eau liquide a coulé en surface. Et puis avec des petites études un peu physico-chimiques en plus, le pH était neutre. Et ça, c'est pour nous le premier ingrédient, on pense, pour que l'apparition de la vie puisse avoir lieu. Donc si on a trouvé ça, on est déjà confiant pour le reste, mais clairement c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'il y a de l'eau qu'il y a de la vie, mais on pense qu'il faut de l'eau pour avoir de la vie. Ce que ça veut dire, c'est que si j'avais de l'eau liquide omniprésente à la surface à cette époque-là, il y avait alors une atmosphère plus dense. Une atmosphère à température plus élevée également, de manière à ce que l'eau elle soit liquide. Et ça, c'est donc notre premier critère pour dire habitable. Et puis deuxième chose intéressante, c'est que regarder la planète Mars à cette époque-là, ça nous donne des informations sur la Terre à la même époque. Comme je vous disais, elles ont été formées de la même manière et au même moment, la planète Terre et la planète Mars, mais elles ont eu des destins très différents. Et aujourd'hui, sur Terre, il y a encore de l'eau, il y a encore de l'érosion, il y a de la tectonique des plaques, ce qui fait que tous les signes, toutes les signatures de ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années, elles ont disparu, à cause de l'érosion et de la tectonique notamment.
Et donc regarder Mars aujourd'hui, ça nous permet de regarder ce qu'était la Terre à la même époque, et ça va nous permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce que la vie s'est développée sur Terre et pas sur Mars. Alors il y avait de l'eau partout, mais il n'y en a plus. Il y avait une atmosphère et il n'y en a plus, et on va essayer de comprendre pourquoi. L'atmosphère, elle a été perdue pour deux raisons. Il n'y a pas de champ magnétique, et il y a une faible gravité. Et en fait, ces deux raisons, c'est la même, c'est que la planète Mars, elle est trop petite en masse. Elle est 10% de la masse de la Terre, et ça suffit à ce qu'il n'y ait pas assez d'activité interne, et notamment ce qui fait le champ magnétique sur Terre, c'est qu'il y a de la convection de métaux liquides à l'intérieur, au niveau du noyau, et que ça fait par effet dynamo, ça crée un champ magnétique à l'échelle globale. Il n'y a pas ça sur Mars, parce que la planète est trop petite, elle s'est refroidie à l'intérieur, il n'y a pas de convection, il n'y a pas de champ magnétique. Deuxièmement, vu qu'elle est toujours trop petite, elle n'a pas assez de gravité pour retenir les gaz de l'atmosphère, et l'atmosphère petit à petit s'échappe. Et puis, dernière chose, puisque j'ai pas de protection magnétique, j'ai le vent solaire qui vient là et qui est en train d'arracher l'atmosphère de Mars. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe encore en permanence. Alors, j'ai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Alors, il n'y a pas le son, c'est pas utile. Oups. Voilà. Donc, vous avez la planète Mars. Et ça représente une simulation hydrodynamique de la planète Mars dans le vent solaire. Donc le vent solaire, c'est des particules chargées, et on reconnaît typiquement un flux hydro, et autour d'un objet qui ne bouge pas, et là vous avez une onde de choc ici. Ces particules chargées, elles vont interagir avec le gaz qui est sur l'atmosphère de Mars, et là on a une simulation de l'échappement des ions résultant de l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère. Et ce qu'on est en train de voir, du coup, avec les échelles de couleurs et tout ça, c'est l'intensité de la perte d'atmosphère en temps réel. Ça, donc c'est une simulation obtenue par ordinateur, mais cette simulation, elle est en très bon accord avec des observations qui sont faites par un satellite américain. Et ces observations, qui vont apparaître dans une seconde, voilà, de MAVEN, donc le satellite. Et MAVEN, il observe l'échappement des ions, notamment ici les ions oxygène au plus. Et donc on est en train de voir en temps réel la perte de l'atmosphère. Et cette perte d'atmosphère, elle est donc due au fait qu'il n'y ait pas de protection magnétique. Okay. Bon, les conséquences de ça, c'est qu'on perd l'atmosphère, on perd la protection atmosphérique, et il va y avoir une baisse de l'effet de serre. L'effet de serre qui est quand même une bonne chose à la base, puisque ça permet de réchauffer la température et d'avoir de l'eau liquide. Donc on a une baisse de la température, il n'y a plus d'eau liquide, et donc les conditions d'habitabilité, telles qu'on les avait définies jusqu'ici, elles disparaissent. Ça, c'était un coup d'œil dans le passé. On va venir maintenant dans le présent. Qu'est-ce que les missions nous donnent comme information sur ce qui se passe actuellement sur la planète Mars? Alors premièrement, je vous le disais, InSight, il nous donne un relevé météo. Donc ça, c'est la météo de ce week-end, avec des températures qui vont de moins 100 degrés à moins 30 degrés à peu près, Celsius. Vous voyez que c'est assez monotone, c'est rigoureusement la même météo tous les jours. Donc quand la météo est stable sur Terre, ça ressemble aussi à ça. Mais là, le problème, c'est vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, ça ressemble à ça beaucoup plus longtemps, pendant toute la saison. En termes de pression, pareil, c'est assez régulier, jour et nuit. Mais vous voyez qu'on est à des échelles de 720 pascal, à comparer aux 1000 hectopascales qu'on a sur Terre. Donc c'est beaucoup moins. Et si on se met dans le diagramme pression-température, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, là j'ai la glace, l'eau liquide et la vapeur. Sur Terre, on est ici, on est à pression atmosphérique qui est typiquement entre moins 30 et 50 degrés, ce qui fait qu'on est à l'interface entre glace, donc l'eau solide, et l'eau liquide. Donc c'est plutôt bien, et dans des régions tempérées, ça veut dire qu'on peut avoir des océans, des mers, etc. Si je fais la même chose sur Mars, le problème principal, c'est pas tant la température, c'est la pression. Je vais descendre dans le diagramme, je vais me retrouver dans cette zone-là, et je ne suis plus, ou alors vraiment limite, dans la région où j'ai de l'eau liquide. Et donc là, toute l'eau qui est sous forme de glace, et il y en a beaucoup sur Mars, elle va passer directement à l'état vapeur. C'est ce qu'on appelle de la sublimation. Et donc pour toutes ces raisons, il n'y a pas d'eau liquide en surface, et il y a sublimation des glaces, ce qui fait que, encore une fois, l'eau liquide telle qu'on la connaît ne marche pas. Et juste un petit mot ici, là, les vents qui sont mesurés, ils sont typiquement de 20 km/h, comme on aurait sur Terre. Mais si vous faites un peu de mécanique des fluides, n'est-ce pas, les deuxième années, eh bien, vous savez que la force elle est proportionnelle à la masse volumique, mais vu que la masse volumique, elle est beaucoup plus faible sur Mars, ce qui fait que la force dans votre voile, elle est trop faible pour faire du char à voile. Donc clairement, c'est pas habitable. Ça, c'est une image très récente, c'est du mois de juillet. Peut-être que vous l'avez entendu à la radio, justement. C'est une fois de plus, on a dit « Ah, ça y est, on a trouvé de l'eau », mais cette fois pour de vrai. Donc bon, c'est régulièrement annoncé comme ça qu'on trouve de l'eau sur Mars. Là, je vous ai montré qu'on a trouvé qu'il y avait eu de l'eau il y a 4 milliards d'années, ce qui est pas mal. Mais là, ce serait vraiment de l'eau liquide actuellement.
Cette information, elle vient de la sonde qui est là, qui est Mars Express, qui est une sonde européenne. Et elle a à bord un radar, et donc par le système d'échographie, par le mécanisme de l'échographie, elle envoie des ondes électromagnétiques, et quand elles reviennent, en fonction du temps de réception, je peux avoir la structure interne de ce qu'il y a sous la surface. On n'est pas loin du pôle sud, comme vous le voyez sur cette photo, et ça représente les bandes au-dessus desquelles la sonde est passée et où on a pu faire des mesures. En bleu, vous avez là où l'émission radar est la plus intense. Et il a été interprété que cette émission intense correspondait à la réflexion sur de l'eau liquide. Une modélisation ensuite nous emmène à ça. Vous avez ici la surface, ici vous avez en gros 1,5 km de glace et de poussière, et en dessous vous avez cette petite couche qui a une grosse réflectivité radar, et cette petite couche qui du coup serait de l'eau liquide sur une vingtaine de kilomètres de large. Alors après, les modèles nous disent qu'à cet endroit-là, la température est d'environ moins 110 degrés. Donc de l'eau liquide à moins 110 degrés, ça veut dire qu'elle est très très salée. Donc c'est pas de l'eau douce, certes, mais malheureusement, c'est pas de l'eau avec du sel de cuisine, c'est de l'eau avec du sel de perchlorate, donc du calcium et des ions ClO4-. Et les ions ClO4-, sans vous dire trop de choses sur la chimie, c'est des ions qui sont très oxydants, et ce qui fait que la vie telle qu'on la connaît sur Terre, a priori, ne fonctionne pas dans de l'eau avec des perchlorates. Elle fonctionne bien dans de l'eau salée type océan, mais pas dans de l'eau oxydante à ce point-là. Donc ça a mis à nouveau une petite douche froide sur les scientifiques qui cherchent la vie sur Mars, parce qu'on ne connaît pas sur Terre de la vie qui existerait dans ces situations-là. Bon, en fait, alors je ne connais pas trop de choses sur ce sujet-là, mais apparemment il y aurait des microbes, des bactéries qui se nourriraient de perchlorate. Donc on peut imaginer un système de vie qui se nourrisse de ça, et peut-être que ça peut survivre sur Mars. Bon, si on va chercher la vie, on va aller chercher donc d'autres indications, on va chercher des molécules organiques. Les molécules organiques, on en détecte dans l'atmosphère depuis pas mal de temps, notamment ça c'est la sonde ExoMars, donc 2016. Et là vous avez les rovers martiens. Donc depuis 2004, on sait qu'il y a des traces de molécules organiques dans l'atmosphère, mais on veut en savoir plus, donc on va aller chercher des traces vraiment fines de certaines molécules en particulier, et puis les rovers vont aller chercher ce qui se passe dans les roches. Là, à l'échelle, vous avez donc le premier, Sojourner, ça c'est Spirit Opportunity, c'était 2 jumeaux, et là on commence à envoyer des rovers qui font la taille d'une voiture, qui font 900 kg à peu près, un peu plus grand qu'un être humain. Et je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur Curiosity. Il y a 2 instruments notamment qui nous intéressent aujourd'hui, c'est un four et un tir laser sur sa tête. Les 2 instruments ont à peu près le même rôle, c'est-à-dire aller détecter la présence de molécules organiques dans les roches. Là, vous avez un bras articulé qui va aller faire un petit forêt, donc chercher un petit échantillon de roche, qui va ensuite aller le mettre dans un four. On va faire chauffer la roche, et on va pouvoir détecter les molécules volatiles qui sont contenues dans ce caillou. Et puis l'autre, la tête, là, vous avez probablement entendu parler de ça, je pense, c'est un tir laser, et il va pulvériser à distance un petit morceau de caillou, ça va faire un petit nuage de gaz, et par spectroscopie optique et infrarouge et UV, il va pouvoir détecter ce qu'il y a dans le gaz qu'il vient de pulvériser. Alors un petit exemple de spectre. Alors les spectres, c'est omniprésent en physique, en géologie, en biologie, un peu partout. Donc vous avez probablement déjà vu ça également dans vos études. Ça, c'est typiquement l'émission à certaines longueurs d'onde. Et ça, c'est une image de ChemCam, et ça permet de détecter la présence, par exemple ici, de fer, de silice, de magnésium, de titanium, de calcium. Et c'est comme ça qu'on sait également la composition des étoiles. On ne va pas sur place pour mesurer, c'est le spectre qu'on reçoit qui nous donne des informations. Donc là, c'est la même idée. Ça, c'est un spectre d'émission, ça aussi, et ça, c'est donc l'autre instrument, c'est SAM, ça c'est le four. Et en fonction du temps que vous laissez dans le four, et finalement ça correspond à la température à laquelle vous chauffez, parce que ça chauffe de manière continue, progressive, vous pouvez détecter la présence de certaines molécules. Et notamment, je voudrais m'arrêter sur celle-là, c'est du chlorobenzène. C'est 6 atomes de carbone sur un cycle, enfin oui, c'est ça, plus un atome de chlore. Il a été annoncé en 2015 qu'on avait trouvé du chlorobenzène, et ça a été une découverte importante. Le chlorobenzène, c'est une petite molécule organique qui veut dire que donc qui peut potentiellement être associée à des mécanismes du vivant, potentiellement. Et puis bon, en allant un petit peu plus loin dans les recherches, on s'est dit qu'en fait, problème, peut-être qu'on les avait formés dans le four. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y avait des perchlorates, c'est-à-dire que des molécules qui contiennent du chlore, et puis des molécules qui contiennent du carbone, il y en a un petit peu partout sur Mars. Et donc en prenant les deux dans son four et en chauffant, peut-être que le rover a fabriqué du chlorobenzène sur place. Et donc s'il était là avant ou si c'est lui qui l'a fabriqué, c'est quand même pas le même problème. Par contre, dans tous les cas, on peut dire que oui, il y a des molécules chlorées et oui, il y a des molécules carbonées. Bon, par contre, est-ce qu'il y a vraiment le chlorobenzène? C'était pas tout à fait sûr. Après, en 2018, une information un peu plus
un peu plus sûr, c'est qu'il y a des molécules soufrées. Bon, je ne m'arrête pas trop sur ces détails-là, juste pour dire quand même qu'il y a besoin d'études supplémentaires, et ça a été fait sur la première détection pour le chlorobenzène. Vu qu'on sait qu'il existe des perchlorates, on peut, d'une manière ou d'une autre, tenir compte de cette pollution, entre guillemets, pour déterminer la quantité de chlorobenzène qui était vraiment présente sur Mars et celle qu'on a formée sur place. Bon, c'est des détails, mais simplement pour pas que vous reteniez qu'il n'y a pas de chlorobenzène. C'est des études en cours et peut-être qu'il y en a quand même un petit peu. Donc peut-être qu'il y a des briques de la vie carbonée, mais on ne sait pas encore exactement quelle est l'origine de ces observations qu'on fait. Toujours sur les molécules organiques, je m'intéresse maintenant au cas du méthane, qui est un gaz un peu particulier, qui est vraiment associé au processus de vie sur Terre, mais qui peut aussi avoir une origine géologique. Donc le méthane, il est cherché depuis 2004, avec les premières sondes qui l'ont détecté dans l'atmosphère. On observe des variations de concentration dans l'atmosphère, notamment avec les saisons, et ça nous intéresse beaucoup parce que c'est associé sur Terre à la vie, mais pas que, mais également parce que son espérance de vie dans l'atmosphère est d'à peu près 300 ans. Pourquoi? Parce qu'il va être détruit par deux raisons. L'UV, donc le rayonnement ultraviolet, va interagir et détruire les molécules en haute altitude, et puis l'oxydation à basse altitude qui va également, par des mécanismes chimiques, détruire le CH4. Donc ça pour dire que, comme ça a une durée de vie de 300 ans, si on l'observe, c'est qu'il vient juste d'être créé. À l'échelle de Mars, c'est du temps réel. Et puis également, j'ai pas pu résister, je vous ai mis ce petit schéma, donc on voit rien dessus, mais c'est pas du tout grave. C'est un résultat qui a été publié il y a 2 jours. Et après 6 ans d'analyse, il a été démontré que des observations faites par Curiosity, le rover, sur la planète et par Mars Express en orbite étaient cohérentes entre elles et qu'on a effectivement observé des bouffées de méthane, c'est-à-dire une espèce d'éjection très locale de méthane. Donc là, on a une preuve directe que du méthane est relâché dans l'atmosphère, très localement, pas loin des calottes polaires. Et ça permet un petit peu d'essayer de comprendre le fonctionnement du cycle du carbone et du méthane sur la planète. Puisqu'on voit des bouffées qui s'échappent de la surface, probablement que dans tous les cas, c'est des molécules de méthane qui sont créées sous la surface, qui sont stockées, puis qui sont relarguées ensuite en passant à travers les fissures du sol. Par contre, on ne sait pas encore si c'est une origine géologique, puisque quand on est en présence typiquement du CO2, de l'hydrogène avec un peu d'eau et des cailloux, ça va créer du méthane, ou alors si c'est biologique parce que des microbes, dans leur métabolisme, créent du méthane. Donc on ne connaît pas l'origine, mais on sait qu'il y en a, et les études évidemment continuent là-dessus. Donc un bilan de ce qu'on a raconté pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que les conditions d'habitabilité? A priori, il nous faut une atmosphère, afin d'avoir de l'effet de serre et avoir une température suffisante. Il nous faudrait un bouclier magnétique pour ne pas détruire l'atmosphère, et pour ne pas être irradié par les rayons cosmiques. Il nous faut de l'énergie, donc ça, c'est par exemple le Soleil, donc il ne faut pas être trop loin du Soleil, sinon il fait trop froid, il ne faut pas être trop près du Soleil, sinon il fait trop chaud, et c'est Vénus. Donc il faut être au bon endroit. Il nous faut des briques moléculaires, c'est-à-dire que des briques sont arrivées au moment de la formation de la planète, qu'elles sont présentes là, et ensuite ça peut éventuellement, en mettant tout ça dans de l'eau, en mélangeant un peu, ça peut éventuellement créer les ingrédients pour la vie. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur Mars? Que dans le passé, il y avait de l'eau liquide, il y avait de l'atmosphère, il y avait de la température, donc potentiellement, elle était habitable et peut-être habitée. Habitée dans le sens microbe et pas dans le sens humain. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a encore de l'eau? Donc oui, on a trouvé de l'eau liquide, on a trouvé de l'eau liquide salée en profondeur, par contre elle est pleine de perchlorates, donc c'est des molécules oxydantes, donc peut-être que ça pose un problème pour la vie telle qu'on la connaît. On a trouvé des molécules organiques, on a trouvé des glaces, et ce qui est sûr, c'est qu'on ne connaît aucune forme de vie sur Terre qui puisse survivre dans ces conditions. Donc pour nous, la planète Mars, elle n'est pas habitable aujourd'hui. Par contre, là, on a une autre limitation, c'est qu'on est capable d'imaginer que ce qu'on connaît, en fait. On est limité par notre propre imagination, et c'est pas forcément une bonne chose d'aller chercher exactement la vie telle qu'on la connaît sur Terre ailleurs. C'est juste qu'on ne sait pas vraiment faire différemment. Et peut-être qu'on va découvrir d'autres formes de vie, par exemple des bactéries qui existent dans le perchlorate. Donc des choses qu'on n'arrive pas à imaginer sur Terre, qu'on ne peut pas étudier forcément parce que ça ne marche pas dans nos conditions à nous. Mais peut-être qu'il y a d'autres formes de vie évoluées sur place. Alors maintenant, je vais passer dans le futur. Cette partie-là, elle va forcément être un peu plus spéculative. Et puis également, mon point de vue risque de transparaître un petit peu à travers les slides. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? On commence par la science. Il y a une prochaine fenêtre de lancement en 2020. En gros, il faut aller tous les 2 ans sur Mars, parce que c'est le moment de l'opposition, donc c'est plus facile d'y aller. Et il y a déjà 4 missions sur le lancement. Une mission européenne-russe, une mission américaine, et si on regarde ce qu'elles font, en fait, elles font exactement la même chose, ces 2 missions. Donc on peut se dire qu'elles auraient pu mettre davantage en commun leurs ressources et leurs technologies pour faire peut-être une seule mission. Bon, pourquoi pas.
Après la Chine, HX1, première mission à aller se poser sur Mars. Et puis, hop, les Émirats arabes unis qui veulent également envoyer une sonde pour fêter les 50 ans de leur agence spatiale locale, pas européenne, locale. Bon, donc là déjà, ce qu'on voit, ok, il y a beaucoup de science qui va sortir de ça, mais vous voyez que rien qu'Américains et Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord pour mutualiser leurs besoins. Et puis, on est à nouveau dans un contexte de conquête spatiale, c'est-à-dire qu'à nouveau, il y a de l'excitation pour aller être les premiers là-bas, donc être les premiers à ramener des morceaux de cailloux de la planète Mars, être les premiers à envoyer des êtres humains là-bas, être les premiers à avoir avec une base lunaire d'abord, puis martienne, puis mettre une colonie. Et ça, c'est pas, à mon avis, forcément uniquement des intérêts scientifiques qui motivent tout ça. Et clairement, les Américains ne veulent pas que ce soit les Chinois les premiers à aller se poser sur Mars, ramener des cailloux et mettre des humains. Donc on réfléchit au vol habité, mais pas seulement aux États-Unis, dans d'autres agences spatiales. Et donc le vol habité, un petit mot dessus, le trajet il dure typiquement 7 mois, si vous partez au bon moment. Là on se lance de la planète Terre qui va faire sur son orbite, là vous voyez que c'est un peu plus de la moitié, donc ça fait bien 7 mois. Et pendant ce temps-là, la planète Mars était là au début, et elle va être là au moment de l'arrivée. Donc le moyen le plus économe en énergie, c'est d'avoir cette trajectoire-là, et de rejoindre en environ 7 mois la planète Mars. Par contre, ça veut dire que faudra au moins 7 mois pour le retour, et puis il faut attraper une nouvelle fenêtre de lancement pour revenir. On a envie quand même de rester un peu sur place, parce qu'on a fait un trajet assez long. Donc tout ça, ça veut dire qu'au minimum, un trajet aller-retour durerait 20 mois. Ça pose pas mal de problèmes, auxquels on réfléchit sérieusement. L'espace de vie est restreint, forcément, on ne va pas envoyer des dizaines de personnes d'un coup. On va vivre dans des fusées un peu étroites. Il va y avoir des espaces de vie communs, il va quand même y avoir des espaces de vie privatifs. C'est important de garder un peu cet équilibre-là, parce que le trajet il est long, il ne faut pas tout le temps être les uns sur les autres. Mais il y a aussi un problème sur les radiations. Les mesures de Curiosity lors de son trajet vers Mars nous ont montré que le pire moment, c'est le trajet. C'est là où on n'est pas du tout protégé par les rayons cosmiques, parce qu'on n'a ni l'atmosphère, ni le champ magnétique de la Terre, ni l'atmosphère de Mars. Et donc c'est ce trajet-là qui est vraiment dangereux. Et il faut, pour s'en protéger, par exemple, mettre tout le volume d'eau à l'extérieur, enfin, à l'extérieur, sur une circonférence comme ça autour des capsules, de manière à ce que l'eau fasse écran et protège les astronautes à l'intérieur des rayons cosmiques. J'ai mis des contraintes de sécurité, bon, à mon sens elles sont évidentes, c'est-à-dire qu'on a envie de ramener les astronautes vivants. Éthiquement, c'est difficile de dire qu'on va les envoyer en aller simple, même s'il y a beaucoup de candidats. Et oui, donc sur l'humain, garder le moral pendant aussi longtemps, gérer les conflits, quel est le bon équipage, quelle est la bonne composition de l'équipage qu'il faut envoyer pour que les gens ne se tuent pas avant d'arriver. Voilà. Alors, maintenant, les objectifs de pourquoi aller sur Mars. Donc, il y a des objectifs scientifiques quand même, qui sont indéniables. Lorsqu'on a envoyé des êtres humains sur la Lune, eh bien, on a eu des avancées scientifiques majeures, technologiques évidemment, sur les conceptions, mais également on a pu ramener des vrais échantillons lunaires. Donc au niveau de notre connaissance du système solaire, ça a énormément augmenté évidemment à ce moment-là. Donc ça c'est indéniable. Et puis il y aurait peut-être besoin d'une collaboration internationale, puisque ça va coûter extrêmement cher, et il faudrait mutualiser à la fois les ressources, les technologies, pour que ce soit un objectif à l'échelle globale d'envoyer des êtres humains là-bas. Bon, clairement, ça, c'est une vision extrêmement naïve de ce qui est en train de se passer. Comme je vous le disais, il y a des conflits géostratégiques, géopolitiques qui ont lieu, et clairement, les Américains sont dans leur coin et veulent être les premiers. Les Chinois sont en train de montrer que c'est une puissance incontournable de l'espace, et ils veulent y aller aussi. Et puis les Européens, au milieu, essayent d'un peu de faire l'arbitre, mais de toute façon, on n'a pas l'argent pour le faire tout seul. Donc forcément, on n'est pas forcément des bons arbitres dans ce débat. Alors ensuite, on a une vision colonisatrice, que pareil, pour laquelle je ne suis pas forcément fan. C'est de voir l'espèce humaine comme une espèce interplanétaire et interstellaire, pourquoi pas, puis interunivers. C'est de dire que l'être humain est tellement capable et important qu'il faut aller coloniser tout ce qui est autour de nous, et qu'un jour on vivra au-delà, on survivra à notre planète, on survivra au Soleil, et puis on ira vivre un peu partout. Bon, cette vision-là, je pense qu'elle va un peu à l'encontre de la biologie de base, puisqu'on n'est pas évolué pour ça, mais j'en reparle dans un instant. Et puis enfin, il y a une vision apocalyptique, qui est de dire que de toute façon la vie sur Terre c'est bientôt fini, et que donc il faut tout de suite trouver une solution pour aller vivre ailleurs. Alors ok, réfléchissons, une base martienne, pourquoi pas. Alors c'est une planète qui est très similaire à la Terre, donc il y a tout ce qu'on connaît sur Terre en termes de matériaux, de roches, de minéraux, donc on aurait un peu toutes les ressources nécessaires pour faire des carburants, notamment à partir de l'eau dans les calottes, il y a beaucoup d'eau sur Mars, sous forme de glace.
on pourrait créer de l'oxygène. Cet oxygène servira à la fois à faire des carburants pour les fusées, mais à la fois aussi à respirer. Pourquoi pas créer un petit peu de végétation et relancer un petit cycle de vie végétale. Pour les besoins en énergie, on est un peu plus loin du Soleil que sur la Terre. Et puis une bête petite centrale nucléaire à côté de nous, c'est le projet qui est retenu pour l'instant. Ensuite, il faudrait se protéger des radiations. Donc les protections naturelles, elles existent. Il faut aller se mettre finalement caché grâce à des cailloux et grâce à de l'eau. Donc on pourrait entourer les espaces de vie de quantité d'eau importante pour que ça protège, ça fasse écran des radiations. Voilà. Et puis également sur place, on serait plus proche des astéroïdes de la ceinture de Kuiper. Donc par rapport à être sur la Terre, c'est pas tellement aberrant d'imaginer une fois qu'on est sur Mars aller chercher des minerais sur les astéroïdes qui sont pas loin. Notamment dans les minerais, il y a des terres rares. Donc ça, c'est des minéraux et des métaux qui sont utilisés un peu partout dans les instruments de haute technologie. Pour l'instant, la Chine a le monopole là-dessus, mais c'est une ressource qui est finie, enfin qui est bientôt terminée, qui est épuisable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc bientôt, les réservoirs de terres rares seront vides sur Terre, donc on envisage sérieusement d'aller les chercher sur les astéroïdes. Pourquoi pas. Et bon, là, voilà, j'ai mis un petit peu, clairement mon point de vue. On va vivre un petit peu enfermé, les paysages ils sont un petit peu monotones, et puis on a peu d'autonomie en termes de distance, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller très très loin de notre base de vie, à cause des rayons cosmiques. Et puis en termes de nourriture, actuellement les chiffres que j'ai vus, ce serait beaucoup de la nourriture lyophilisée, et puis des importations régulières de la planète Terre, on serait dépendant encore de la planète Terre. Pour l'instant, on ne pourrait pas trop vivre avec les ressources locales en termes de nourriture. Le territoire, il est globalement hostile, c'est-à-dire qu'à peu près tout veut vous tuer. L'atmosphère, elle n'est pas respirable. Les rayons cosmiques, ils détruisent vos cellules. La Terre, elle est très oxydante, donc elle détruit également vos cellules, donc pas de contact, etc. Donc globalement, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre là-bas, mais on peut s'adapter dans des conditions qu'il faudra accepter, du coup. Et puis, deux problèmes également. La faible gravité sur le corps humain, ça a un effet quand même non négligeable, et ça, c'est des études qui sont faites notamment sur la Station spatiale internationale. Une étude assez poussée de qu'est-ce qui se passe sur le corps humain lorsqu'on vit en impesanteur ou en faible gravité. Et on montre que très rapidement, on a une perte musculaire importante, et également de l'ostéoporose, c'est-à-dire que vos os deviennent plus fragiles, plus poreux. Et ça, c'est uniquement dû au manque d'activité physique. Et en fait, lever le bras, ça devient... c'est un effort sur Terre à peu près, mais c'est encore plus facile sur Mars. Donc vous avez quasiment plus d'activité physique, et il faut vraiment vous forcer pour garder du volume musculaire et des os solides. Mais ça, c'est lié au fait que l'être humain, il n'est en fait pas adapté à une faible gravité, il est adapté à la gravité qu'on connaît, nous, sur Terre. Ok, bon, je continue, et puis je ne peux pas terminer cette conférence sans parler de terraformation, forcément. Donc l'idée de la terraformation, c'est de créer un espace habitable à partir d'un espace non habitable. Pour ça, comme on l'a vu un petit peu avant, il nous faudrait une atmosphère, donc il faudrait l'épaissir, l'atmosphère, et puis ça servirait à réactiver l'effet de serre, à augmenter globalement la température. Ce qui serait bien aussi, c'est de créer un champ magnétique à l'échelle de la planète. Donc il y a des... Je ne sais pas si c'est vraiment sérieux ou pas. J'ai vu passer des choses avec un responsable de la NASA qui apparemment réfléchirait à ça. Bon. Et puis il faudrait activer la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, et si on arrive à mettre des plantes qui absorbent ce CO2 et qui créent du O2, c'est tout bénéfique pour pouvoir respirer l'atmosphère. Donc un écologiste autoproclamé que vous connaissez probablement, Elon Musk, a proposé, après avoir envoyé une voiture dans l'espace, de mettre des bombes nucléaires sur la planète Mars, puisque ça permettrait, ça aurait un double avantage, ça réchaufferait l'intérieur de la planète et ça créerait des gaz à effet de serre. Donc ce qui permettrait assez rapidement d'épaissir l'atmosphère et d'avoir des températures intéressantes. Bon, on passe tous les problèmes de radiation. Il y a déjà beaucoup de radiation qui vous tuerait en même pas 10 ans sur Mars aujourd'hui, mais si on rajoutait plein de bombes nucléaires, ce serait vraiment très bénéfique. Et puis les autres problèmes qui sont liés à ça, c'est qu'on est en train de parler d'échelle de temps géologique, parce qu'il faut du temps pour que tout ça se mette en place. Donc il faudrait des centaines de milliers d'années pour que ça marche, potentiellement. Ça servira à rien si on n'a pas de champ magnétique, parce que sans champ magnétique, l'atmosphère, elle va à nouveau être détruite par les rayonnements cosmiques. Donc ce serait du provisoire, donc ça ne marcherait pas super bien. Et puis évidemment, l'humain, comme je l'ai dit déjà à travers mon discours, il n'est pas adapté aujourd'hui à la vie martienne. Alors ça, je ne suis pas non plus en train de dire que ça n'arrivera jamais, qu'on n'y aura pas, etc. Moi, j'en sais rien, il faut spéculer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'humain, il s'est adapté au fil de la vie géologique de la Terre à son environnement. Donc il est parfaitement adapté à ce qu'il connaît sur Terre. Il n'est pas du tout adapté à ce qu'il connaîtra sur Mars. Donc est-ce que l'être humain va évoluer de manière à s'adapter sur Mars, ou est-ce qu'on arriverait, en faisant ça, à favoriser une forme de vie qui ne serait pas du tout humaine, pas du tout terrestre,
mais qui pourraient potentiellement survivre sur Mars. Auquel cas, c'est un projet très altruiste, puisqu'on créerait la vie ailleurs sans que ce soit pour nous. Donc en résumé, il s'agit de rendre une planète qui n'est pas du tout hospitalière en planète alternative. Un argument qui est avancé également, c'est qu'on aurait beaucoup de progrès techniques qui nous permettraient de réparer notre propre Terre, parce que si on arrive à faire de l'ingénierie à l'échelle globale, du coup on arrivera à réparer ce qu'on est en train de détruire nous. Donc nous on est en train de faire l'inverse, on est en train de rendre une planète hospitalière en planète inhospitalière. Et donc en concluant, voilà, la Terre elle est unique, alors elle est unique pour différentes raisons. C'est une juxtaposition de plein d'indices. La Terre elle est au bon endroit, elle est à la bonne distance, pas trop près, pas trop loin. Elle est suffisamment massive pour qu'il y ait de l'activité interne, pour qu'il y ait donc un champ magnétique, pour qu'il y ait de la tectonique, pour qu'il y ait du volcanisme. Il y a l'atmosphère qui va bien, qui est respirée, et puis les êtres humains, donc, ils se sont développés, ils se sont adaptés à cette situation-là en particulier. Et puis Mars n'est pas un refuge pour l'humanité entière, bien sûr, quand on dit qu'on va aller vivre tous là-bas, la planète elle est plus petite, on ne peut pas vivre à l'extérieur, donc clairement ce sera peut-être du tourisme, peut-être des populations de luxe, je ne sais pas, mais ce sera clairement pas pour tout le monde. Alors dans cette conférence, je vous ai parlé du passé géologique de Mars. Donc en planétologie comparée, nos connaissances de la planète Terre nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur Mars, et puis nos connaissances de Mars nous permettent de comprendre ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années sur Terre, et de voir un petit peu comment la vie potentiellement a pu apparaître à ce moment-là, et comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'est pas apparue sur la planète Mars. On a également parlé des conditions d'habitabilité, donc je ne vais pas les relister ici, mais pour voir qu'est-ce qu'on connaît pour qu'une planète soit habitable. À nouveau, on est limité par notre imagination, puisqu'on ne connaît que l'habitabilité pour la vie terrestre, et peut-être qu'il existe d'autres formes de vie, donc on est incapable d'imaginer. Actuellement, il y a des recherches actives d'eau, de molécules et de vie, donc soit des traces de vie passée, soit des traces de vie actuelle. Ça, c'est encore un enjeu très important. Et puis là, on est reparti dans une petite course à l'espace, qui a différentes motivations, que je ne vais pas rappeler ici. Et simplement pour un dernier mot sur l'habitabilité, donc si Mars n'est pas habitable, on a encore 2 ou 3 objets qui le sont potentiellement. Titan, on est déjà allé sur place, c'est une lune de Saturne. Encelade, on a trouvé de l'eau. Et Europe également, on a trouvé des lacs d'eau sous la surface. Et donc, est-ce qu'il y aurait là-bas de la vie sous la surface ? Encelade, c'est un bon exemple parce qu'en fait, à cause des effets de marée, elle est très proche de Saturne, elle est malaxée en permanence, donc ça crée une activité interne, ça crée de la chaleur à l'intérieur, donc on a déjà l'énergie, on a déjà l'eau liquide, donc ça fait 2 des ingrédients nécessaires pour potentiellement avoir de la vie sous la surface d'Encelade. Pour préparer cette conf, je me suis inspiré de toutes ces sources-là, donc Ciel Espace, qui est un petit magazine mensuel de vulgarisation dédié à l'espace. La recherche, c'est sur tous les sujets de sciences. Des très bonnes émissions de Radio France, et puis Verisatum, qui est un podcast sur YouTube en anglais, puis bien sûr les agences spatiales des différents pays. Je vous remercie.